Madame, chère Claudine, Mesdames, Messieurs, je suis honoré et ému de parler ici de Pascal. En faisant notre voyage, nous étions dans un train pour Clermont-Ferrand, où Pascal est né il y a 4 siècles. Le 19 juin 1623. Donc nous anticipons de quelques mois le 4e centenaire de la naissance. Et je suis heureux de le faire ici. Le titre un peu ambitieux, j'hésitais entre ce titre et le mystère pascal. Et la raison pour laquelle j'ai porté tous ces livres, c'est parce que quand vous en ouvrez un, vous trouvez un Pascal, vous ouvrez l'autre, vous trouvez un autre Pascal, et ainsi de suite. Et aujourd'hui encore, j'hésite. Pour ce soir, j'ai choisi un chemin. Il n'est pas sûr et certain qu'il sera le bon. En tout cas, c'est mon chemin à moi pour arriver à Pascal, et de cela, je vous demande pardon, et en même temps, c'est aussi un acte de partage, si vous voulez. Je commencerai par des éléments biographiques, en rappelant que Pascal a eu une vie brève, 39 ans, exactement comme un autre pascalien qui a essayé de parcourir les univers, Giacomo Leopardi. Lui aussi mort très jeune, à 39 ans. C'est peut-être un signe. Ceux que les dieux aiment, ils les enlèvent très tôt de la terre. Eh bien, sa vie est marquée par 3 villes, Clermont, il passe toute sa jeunesse, Rouen et Paris, où il meurt en 62, 19 août. C'est un homme insaisissable d'abord par la richesse de ses compétences. Il n'a jamais connu les deux cultures, comme on dit aujourd'hui, d'un côté les sciences et de l'autre côté les humanités. Il a été mathématicien, physicien, philosophe, polémiste, critique et théoricien. Il est absolument difficile de aujourd'hui donner la primauté à l'un de ces aspects, en sachant que presque partout, il a été le premier, il y a des théorèmes encore qui portent son nom. Il commence tout jeune, le père était un magistrat, et il commence tout jeune à faire des démonstrations qui sont surprenantes, et son père donc porte Blaise dans les cercles cultivés, et notamment des hommes de science, d'abord de Clermont et puis de Paris. Quand il a seulement 17 ans, il prépare et divulgue le traité des coniques, qui est resté célèbre. En 1954, donc 14 ans après le traité du triangle arithmétique, et puis ce qui est parmi les éléments les plus connus de son expérience, la machine arithmétique, dite aussi pascaline, dont un modèle est encore conservé à Paris. Et après, le traité sur la roulette, qui n'est pas le jeu que nous connaissons, mais le traité sur les cycloïdes. Cela dit, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il s'occupe du calcul de la probabilité à partir d'un élément réellement du jeu. C'est-à-dire quand il y a des mises importantes dans n'importe quel jeu, et qu'il y a quelqu'un du groupe qui se retire, la partie qu'il a mise sur la table, pour ainsi dire, dans quelle proportion va-t-elle être distribuée? C'est un calcul de probabilité, parce qu'il faut aussi savoir
quelles sont les sommes que les autres ont mis sur table. Donc ce n'est pas un calcul strictement abstrait, c'est très concret, et cela nous porte aussi à évoquer les trois aspects principaux de la biographie de Pascal, l'aspect héroïque, l'aspect libertin et l'aspect du grand polémiste. Nous verrons la qualité, la puissance de ce polémiste. Donc il ne faut pas penser à Pascal comme on le dépeint souvent, quelqu'un un peu maladif, retiré à Port-Royal, pas du tout. Et sa famille non plus. Sa sœur Jacqueline, qui a été essentielle pour introduire, pour ainsi dire, Pascal dans le contexte de Port-Royal, elle jouait peu de mois, presque une année, pas plus, mais elle jouait face au roi et face à Mazarin, à tel point elle jouait bien que quand le père est tombé, disons, sous la férule de Mazarin, qu'il a exclu de son emploi, parce qu'il s'était opposé, bon, c'est une longue question d'impôt pour ainsi dire, eh bien, grâce à l'interprétation brillantissime de sa sœur, le père a été purgé des accusations et a pu reprendre son poste. Donc, c'est une famille qui part. Et puis, nous le verrons si j'aurai le temps. J'avais préparé aussi deux petits exemples italiens, parce que Pascal était très curieux, et les deux exemples viennent, les deux, du monde du théâtre. Donc, il connaissait parfaitement la vie de cour. Vous savez qu'à l'époque, grâce du reste à l'arrivée de Mazarin, du cardinal Mazarin d'Italie, il y avait pendant une grande partie du XVIIe siècle à Paris, le théâtre italien et le théâtre français, et on jouait une pièce en langue italienne. Normalement, c'était l'art comique des masques, Polichinelle, etc., et puis le théâtre français. Et quelquefois, comme dans le cas que nous verrons, si j'aurai le temps, quand il y avait par exemple le théâtre français, il y avait quand même des intermèdes en langue italienne. Comment dirais-je, la vie de cour était riche et plurielle. C'était déjà un peu l'esprit de l'Europe. L'Italie entre avant dans la vie de Pascal parce qu'il apprend qu'en Italie, Torricelli a fait des expérimentations sur le vide et il essaye de faire les mêmes expérimentations et de mieux les montrer. Et donc, en 1947, quand il a donc 24 ans, tout jeune, il publie. Publie, à l'époque, signifie « fait connaître à ses pairs ». Et après, il y a des impressions, c'est-à-dire on peut après publier dans la forme que nous définissons aujourd'hui par l'imprimé. Mais publier, c'est rendre public, faire connaître à ses pairs, par exemple par des lettres, par des communications aux académies, quelquefois par des contentieux théoriques entre savants. Donc l'expérience nouvelle touchant le vide, l'équilibre des liqueurs l'année suivante, et le très bel essai, la pesanteur de l'air. La pesanteur de l'air. Aujourd'hui, on dirait, c'est presque paradoxal. Je souligne ce titre parce que nous verrons que l'un des caractères les plus insaisissables de Pascal, c'est qu'il est un vrai maître du paradoxe. Nous, comme nous pensons à l'air, nous pensons aux oiseaux, nous pensons au vent, on pense aux rafales et à la brise. Et là, non, la pesanteur de l'air. Toujours à cause de la question si on peut ou non avoir du vide. Est-ce que le vide existe en nature? Est-ce qu'on peut le procurer, etc. Très belle question qui remonte déjà au classique. Tout ça nous porte à l'année 1654, quand Pascal a juste 30 ans, et là, il y a un événement clé
non seulement pour Pascal, mais pour l'Europe entière. C'est-à-dire que Mazarin, qui était du reste un cardinal, donc il avait une compétence assez importante pour ce qui est de la discipline ecclésiastique, fait condamner les propositions de Jansénius. Jansénius était quelqu'un qui, peu avant, avait écrit un Augustinus, donc une espèce de grande apologie de saint Augustin, où il donnait la primauté absolue à la grâce, non seulement par rapport aux œuvres humaines, et quand vous entendez cela, l'esprit de la réforme ressurgit immédiatement. La réforme a plusieurs courants, mais sur un point, toute la réforme est d'accord, primauté de la grâce, car nos œuvres, nos opérations humaines sont fautives, sont le fruit du péché, sont le fruit de l'orgueil, etc. Donc, il ne faut pas imaginer de mériter le paradis par nos actions. Nos actions sont pourries. Alors, cet élément qui circule dans toute l'Europe, la Suisse avec Calvin, l'Allemagne avec Luther, la France aussi avec la continuité, la présence du calvinisme, etc. En Italie, un peu moins, mais il y a aussi, enfin, ça circule un peu partout en Europe, a marqué profondément Jansénius, d'autant plus qu'il voulait s'opposer au laxisme, c'est-à-dire à l'esprit de permission, de pardon, de miséricorde venant de la tradition des jésuites, auquel il est opposé. Eh bien, au moment où Mazarin condamne quelques propositions de Jansénius, alors les amis de Pascal, qui sont d'abord des philologues et des philosophes et des rhétoriciens, Arnaud et Nicole. Vous vous souvenez peut-être simplement la logique de Nicole, c'est des hommes cultivés que Pascal fréquentait pour des raisons, je dirais, de proximité scientifique, lui demande, en sachant qu'il est brillantissime et par ce goût du paradoxe tout à fait porté à la polémique, d'entrer en bataille pour défendre la tradition venant de Jansénius. Et là, en 1956, donc 2 ans après, cette censure sur les propositions de l'Augustinus de Jansénius est critiquée par Arnaud. Arnaud est mis en question à Paris, notamment par la Sorbonne, et alors c'est à ce moment-là, à partir de janvier donc 1656, que Pascal commence à écrire les provinciales, c'est-à-dire lettres de noms de province contre les jésuites qui affichent une grande disponibilité au pardon, qui s'allie à la proposition la plus probable. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'au fond, sommes-nous certains qu'il y a la vérité? Il vaut mieux se tenir à la proposition plus probable, parce que nous ne savons jamais quelle est peut-être la vraie vérité. Voyez? Alors que dans cette idée de probabilisme, d'opinion la plus probable, il y a aussi le fait que s'il faut se tenir à cela, quel est le critère qui nous dit qu'il y a un péché comme ça et qu'il faut trancher? In dubio abstine. Au fond, c'est la grande règle du probabilisme. In dubio abstine. Si tu n'es pas certain, il faut s'abstenir de condamner. Alors tout ça semble aux gens de Port-Royal, qui étaient rigoristes, utilisons bien le terme, étaient rigoristes, leur semble, on n'est pas loin aujourd'hui de ce type de débat, que là, il y a une espèce de faiblesse de fond, une concession
aux vagues du temps, et donc ils réagissent, et Pascal écrit dans le laps d'un an, ces provinciales, dont de janvier 1656 à la fin de l'année, au 4 décembre, 16 provinciales, au rythme donc presque de 2 par mois. Et puis il y aura encore des fragments pour les provinciales 2 années après. Nous avons encore une espèce d'ébauche de la 19e provinciale. Mais disons que l'année importante est l'année 56 et 57, où il y a 57, il y a encore la 17e, la 18e et la 19e. Pascal rédit ultérieurement sa position quand il apprend que le Parlement de Provence, donc Avignon, a condamné les provinciales. Et alors, là, il y a vraiment la solidarité janséniste en Europe qui se met en marche, et comme à titre de réponse au Parlement de Provence, les provinciales sont traduites en latin, afin qu'elles circulent mieux en Europe. Vous voyez, là, ce n'est pas un esprit comme ça mou, hein, pas du tout. Il réagit durement, il ne se plie pas. Il ne se plie pas. Donc, les provinciales sont traduites en latin. Dieu sait comment pouvait-on, je ne sais pas, dans les lieux qui n'étaient pas Paris, comprendre à fond ces allusions aux jésuites. Quand on lit les provinciales, il y a des notes en bas de page comme ça pour repérer le jésuite auteur de la lettre ou de la proposition à laquelle cette provinciale de Pascal va répondre. Mais il y a quelque chose, et ici je viens à l'aspect contradictoire, si vous voulez, et fascinant de la vie, mais aussi de l'œuvre, de la pensée de Pascal, en pleine polémique, c'est-à-dire dans l'année 56, le 24 mars, la nièce, c'est-à-dire la fille de la sœur de Pascal, pas Jacqueline, mais Gilberte, qui était mariée, du reste à Clermont, et qui souffrait d'une fistule grave à l'œil gauche, guérit soudainement. Guérit soudainement parce qu'elle a été proche dit-on, à une épine venant de la couronne d'épines du Christ. Alors, c'est le moment qu'on appelle le miracle de l'épine. Alors, vous voyez que dans la même année, Pascal est d'un côté le polémiste le plus rigoureux, le plus logique, qui utilise les instruments subtils de la raison, et d'autre part, celui qui se plie à l'idée qu'il y a eu un miracle, et le miracle de l'épine, donc dans la tradition la plus ancienne de l'Église, c'est-à-dire aller chercher en Palestine les traces de la présence du Christ. Alors, cet élément est évidemment l'un des aspects les plus troublants pour un lecteur de Pascal, parce qu'on ne sait jamais à quel Pascal faire référence. Et quand on lit les pensées, vous avez toute la section sur les miracles qui est impressionnante, parce qu'à côté, vous avez les fragments, par exemple, sur le bon usage de la raison. La raison est indispensable, virgule, pour connaître ses limites. Toujours, il y a cette tension chez Pascal. Et en plus, ça arrive précisément dans l'année où il est l'homme le plus, comment dirais-je, le plus aigu et plus acharné dans sa polémique. Mais quand il termine, avant de terminer cette expérience, les amis de Port-Royal, l'ayant entendu tenir un discours célèbre qui
devait donner lieu à une apologie pour le christianisme, le pousse à continuer, et c'est là que Pascal commence la rédaction de ses pensées. A posteriori, nous pouvons dire presque à la fin de sa vie, parce qu'il commence en 56-57 quand il est dans la pleine bataille contre les jésuites, et les pensées restent inachevées au moment de sa mort en 62. Alors, les grands philologues, et là je viens déjà un peu à vous ouvrir les difficultés que je dois aborder pour vous parler de Pascal, si on est honnête, si on sort du chapeau le vrai Pascal, alors bon, là je m'abstiens. Le problème est le suivant, que Pascal était un homme fiévreux, il travaillait je ne sais pas combien d'heures le jour et la nuit, et alors il avait trouvé un système extraordinaire, il notait ses pensées sur des bribes de papier qu'il coupait en plusieurs morceaux et puis les affichait, vous savez, comme chez les bûchers, on met les viandes comme ça, on les pend. Eh ben, il faisait la même chose avec les pensées. Il mettait toutes sortes de, je dirais, de niveaux de mûrissement, de aide-mémoire. N'oublie pas de parler contre les trop grands figuratifs. Ça, ce n'est pas une pensée, c'est une aide-mémoire. Rappelle-toi, quand tu auras le temps, de parler contre les trop grands figuratifs. Là aussi, c'est une petite pointe contre ceux qui vous tissent une immense glorification de l'Église, un peu comme, je ne sais pas, à l'hôtel du Bernin à Saint-Pierre à Rome. Puis il y a d'autres, nous en lirons quelques-unes admirables, où Pascal se fâche avec lui-même parce qu'il n'arrive pas à serrer son argument. Puis il y a d'autres, et Jean Ménard, dont je parlerai, qui est à mon sens le meilleur interprète de ce temps autour de Pascal, il y a les pensées sur lesquelles Pascal avait déjà une idée précise, surtout la partie qui est grandeur et misère de l'homme. Là, il y a des longs fragments achevés, c'est un plaisir immense que de les lire dans leur intégralité. Et puis, il y a la partie concernant l'Église, autour de laquelle Pascal est en même temps réticent et acharné. Alors il y a des fragments qui concernent, enfin ça c'est mon hypothèse, je ne l'ai pas écrite, je vous la livre en vous priant d'excuser les limites. Il y a chez Pascal une, comment dirais-je, une réticence par rapport à l'Église historique. Il arrive même à dire si l'Église de Rome me condamne, le paradis me sauvera. Bon, il est, vous voyez, hein, il était fier de sa position. Et alors, il fait une opération, je dirais, importante, même au point de vue simplement philosophique, c'est-à-dire, il se réfère de plus en plus, comme Dante l'avait fait, du reste, à l'Ancien Testament. Et pour Pascal, il y a une continuité parfaite entre l'Ancien, l'annonce et la promesse, la venue, le Christ, et la nouvelle venue, le jugement dernier. Je dis cela parce que dans l'un des fragments, Pascal nous dit « Où est-elle la vérité ?» Il faudrait avoir un port pour en juger. C'est-à-dire seulement quand on est arrivé au port, on peut juger si on a été dans la loyauté, dans la continuité, dans la fidélité, dans la vérité. Alors, il y a, comme vous le voyez, cette espèce de long parcours dans lequel la tradition de l'Ancien Testament est essentielle. Les prophètes. Alors là aussi, les éléments contradictoires de
de sa pensée. Les prophètes sont en même temps nécessaires, mais aujourd'hui inutiles parce qu'ils ont déjà fait tout ce qu'ils devaient. Ils ont annoncé maintenant, il ne faut plus parler de prophètes. Oui, il est constamment dans la contradiction. Alors, je vous ferai des exemples, mais je le déclare d'ores et déjà, le plus grand mystère de Pascal, c'est le fait que nous parlons des pensées sans savoir vraiment quel était son projet autour de ces pensées. Et je viens donc à la dernière partie de sa vie qui est surprenante, mais vraiment surprenante. En plein travail sur ses pensées pour une apologie du christianisme, il retravaille ses propositions géométriques, il lance même un concours, on dirait aujourd'hui mondial, mais en tout cas entre les savants européens, entre parenthèses, c'est mon épouse qui me l'a fait remarquer, elle est mathématicienne, nous avons pas mal de fragments de Pascal grâce aux lettres que Pascal écrivait à Leibniz et que Leibniz avait conservées. Alors que ses amis de Port-Royal tenaient surtout au Pascal polémiste, etc. Et donc, il y a toute une, comment dirais-je, communauté savante qui a pu sauver le Pascal scientifique grâce précisément au travail très rigoureux et je dirais honnête de Leibniz. Et je dirais aussi de Descartes, qui rend visite souvent à Pascal quand il était malade, alors que si vous prenez les fragments de Pascal, il n'est pas, je dirais, ne répond pas de la même manière. Descartes, vain et incertain. Voilà. Bon. Les deux niveaux ne sont pas du même registre. Mais il termine une opération extraordinaire. Et là, nous voyons le Pascal des premières années avec sa pascaline pour calculer combien faut-il restituer aux gens qui sont encore dans le jeu quand l'autre se retire. En 18 mars 62, il meurt en août 62, il y a l'ouverture officielle à Paris grâce au capitaux du duc de Rohanès. C'est l'une des familles qui a compté le plus pour Pascal. Il y a la lettre célèbre à Madame de Rohanès, et c'est l'une des plus belles, hein, vraiment l'une des plus belles lettres jamais écrites, je dirais, en Europe. Grâce au capitaux du duc de Rohanès, eh bien, on ouvre à Paris les lignes des carrosses à 5 sols, c'est-à-dire à 5 sous. C'est la première comment dirais-je, mise en œuvre d'un transport public. Voilà. Ça continue après la mort de Pascal. Après, comme il n'y a pas une rente aussi conséquente comme les promoteurs l'avaient imaginé, cela se termine. Mais bon, on pourrait dire que Pascal est aussi l'inventeur de la société moderne et des villes. Je ne sais pas si Baudelaire, qui aimait énormément Pascal, l'a su, mais il aurait été certainement content de savoir que son auteur préféré avait aussi inventé Paris mythe moderne. Je viens maintenant au problème de justement, ce n'est pas mon cas seulement, mais chaque siècle a eu son Pascal et chaque siècle a réagi autrement. Donc aujourd'hui, quel est notre Pascal? Commençons par les amis de Pascal. Pascal meurt en 62 et les amis de Port-Royal commencent tout de suite à travailler pour restituer un ensemble cohérent de ces fragments. Et en 1670, donc 8 ans après la mort de Pascal, il y a la première édition des pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. Donc le titre pensée vient des amis de Port-Royal. Si vous prenez cette édition, là j'ai un reprint de l'édition d'origine, eh bien il y a une très belle préface
des Amis de Port-Royal, qui explique comment, je vous lis le titre complet, Pensée de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été retrouvés après sa mort parmi ses papiers. Voilà. Donc, c'est une déclaration honnête et il y a une magnifique préface où les Amis de Port-Royal essayent de montrer quel était le projet de cette apologie du christianisme, dont ils ne présentent, je le cite maintenant, que l'abrégé du grand ouvrage qu'ils méditaient. Donc, pour eux, ce n'est qu'un abrégé. Et ce grand texte commence par l'aspect polémique qui a toujours distingué le Pascal des années précédentes, discours premier contre l'indifférence des athées. Ça, c'est vraiment Port-Royal, contre l'indifférence des athées. C'est l'édition qui a circulé le plus. Et nous pouvons dire que encore les gens du 19e, le 19e siècle a été le vrai siècle de Pascal, et nous le verrons. Mais jusqu'à Baudelaire, c'était l'édition de Port-Royal. Jusqu'à Chateaubriand, c'était l'édition de Port-Royal. Néanmoins, le 18e siècle n'a pas abandonné Pascal. Les Lumières n'ont pas abandonné Pascal. Il y a l'édition Condorcet-Voltaire des pensées de Pascal, et Pascal apparaît le philosophe par excellence. Donc les Lumières n'ont pas du tout abandonné Pascal, simplement ils ont retranché la partie qui pouvait être, disons, plus rentable dans ce parcours. Et il y a un fragment que je me permets de vous citer, extraordinaire, de Voltaire, qui montre bien comment Voltaire avait compris à fond la pensée de Pascal. Et il avait tellement bien comprise qu'il essaye de se mettre à la place de Pascal et, pour ainsi dire, de rendre sa polémique plus digne. Il y a quelque chose de voltairien, mais de magnifiquement voltairien. Le passage est le suivant. Je le prends bien sûr de l'édition de Port-Royal, étant cette édition celle que Voltaire avait sous les yeux. Il y a le discours 3, dont le titre est « Véritable religion prouvée par les contrariétés qui sont dans l'homme et par le péché originel ». Et Pascal commence comme ça. « Les grandeurs et les misères de l'homme sont tellement visibles qu'il faut nécessairement que la véritable religion nous enseigne qu'il y a en lui quelques grands principes de grandeur. La véritable religion montre que dans l'homme, il y a un véritable principe de grandeur. Et en même temps, quelques grands principes de misère. Car il faut que la véritable religion connaisse à fond notre nature, c'est-à-dire qu'elle connaisse tout ce qu'elle a de grand et tout ce qu'elle a de misérable, et les raisons de l'un et de l'autre. Il faut encore qu'elle nous rende raison des étonnantes contrariétés qui se rencontrent dans l'homme. S'il y a un seul principe de tout, une seule fin de tout, il faut que la vraie religion nous enseigne à n'adorer que lui et à n'aimer que lui. Alors, la réplique de Voltaire, qui publie dans son édition ce fragment, en 1728, nous dit, donc c'est la glosse de Voltaire, « Cette manière de raisonner paraît fausse et dangereuse, car la fable de Prométhée et de Pandore, ou alors les androgynes de Platon, les dogmes des anciens Égyptiens, ceux de Zoroastre, rendait aussi bien raison de ces contrariétés apparentes. Tout le grand mythe classique a montré que l'homme est en même temps presque un dieu et un animal, une bête. La religion chrétienne n'en demeura
pas moins vrai, quand même, on n'en tirerait pas ces conclusions ingénieuses qui ne peuvent servir qu'à faire briller l'esprit de celui qui a écrit. Donc, Voltaire reproche l'orgueil de Pascal, exactement comme Montaigne le faisait pour Luther, en disant « Ah, il y a eu quelqu'un en Allemagne qui a voulu résoudre les contradictions du christianisme, il a brouillé les questions plus que résolu les problèmes. » Voltaire reproche la même chose à Pascal, en ajoutant « Il est nécessaire, pour qu'une religion soit vraie, qu'elle soit révélée, et point du tout qu'elle rende raison de ses contrariétés prétendues. » Mais ça pourrait être dit par un théologien, je ne sais pas, du Saint-Office, tellement est radicalement chrétienne. Et c'est Voltaire, pas Pascal. Il est nécessaire pour qu'une religion soit vraie qu'elle soit révélée, et point du tout qu'elle rende raison de ses contrariétés prétendues. Elle n'est pas plus faite pour vous enseigner la métaphysique que l'astronomie. Et là, c'est du pur Voltaire. Il reproche à Pascal de traiter le christianisme en philosophe. Elle n'est pas faite pour vous enseigner la métaphysique ou l'astronomie. Eh bien, si le 18e... Moi, je vous dis honnêtement que ce texte de Voltaire m'a toujours saisi, parce que Voltaire n'est pas seulement ce type qu'on présente, qui se moque, n'est-ce pas, de la religion. C'est quelqu'un qui essaye de trouver dans toutes les choses la partie, comment dirais-je, la plus transparente. La partie la plus transparente. Et là, je crois qu'il a vraiment un coup d'épée direct au cœur du problème. Mais venons au XIXe siècle, qui est le grand triomphe de Pascal, pour deux raisons. La première, c'est que l'édition de Port-Royal avait éliminé, n'avait pas publié les fragments concernant tout ce qui n'était pas apologétique du christianisme, par exemple l'agonie du Christ, qui est très présente chez Pascal, et bien sûr, pas non plus tout le Pascal libertin. Alors, il y a un célèbre discours, vraiment au milieu du XIXe siècle, de Cousin à l'Académie, disant il est grand temps de retravailler les manuscrits de Pascal et d'arriver à une vraie édition, et pas seulement l'édition des amis de Pascal. Et alors, Faugère publie 2 volumes, tout de suite après, en suivant les principes philologiques de Cousin, qui restituent vraiment une vie nouvelle aux pensées de Pascal. C'est l'édition que vraisemblablement a lu Baudelaire. Mais déjà avant, l'auteur italien Alessandro Manzoni, l'auteur des Fiancés, qui avait eu une formation dirigée par un janséniste, donc un héritier de Port-Royal, écrit ses Fiancés en 2 étapes, la première entre 23 et 24 et la deuxième en 1827, et la première partie est tellement et radicalement janséniste qu'il cite dans le passage plus célèbre, c'est-à-dire quand les 2 fiancés qui sont persécutés doivent quitter leur pays, il y a un monologue mental de Lucia, de la protagoniste, qui dit son adieu aux montagnes, au pays, aux choses aimées. C'est une grande chanson, si vous voulez, d'exilé. Eh bien, dans la première rédaction, Manzoni réécrit un fragment que nous trouvons dans les Pensées, édition de Port-Royal, mais qui n'est que la retranscription d'une lettre célèbre de Pascal à sa sœur quand leur père meurt.
Et le texte de Pascal nous dit, oh là là, c'est déjà 7h. Je suis obligé de couper, pardonnez-moi, je vais essayer d'être le plus concis possible. Saint Augustin nous apprend qu'il y a dans chaque homme un serpent, une Ève et un Adam. Le serpent sont l'essence et notre nature. Ève est la petite concupiscible, Adam la raison. Aujourd'hui, on aurait plusieurs choses à répliquer. La nature nous tente continuellement, la petite concupiscible désire souvent. Laissons donc agir ce serpent si nous ne pouvons l'empêcher. Mais prions Dieu que sa grâce fortifie tellement notre Adam qu'il demeure victorieux. Eh bien, ce fragment de lettre de Pascal, repris dans les pensées de Port-Royal, est cité à la lettre, et ça disparaîtra en 1827, dans le monologue de Lucie, « Adieu, maison natale, où, assise pleine d'une pensée secrète, on apprit à distinguer du bruit commun des pas, le son du pas attendu dans une mystérieuse crainte. Adieu, maison encore étrangère, la maison du fiancé, maison regardée tant de fois la dérober en passant et non sans rougir, dans laquelle on se représentait un séjour tranquille et perpétuel d'épouse. » Et il termine, édition 27, « Celui qui vous donnait tant de contentement est partout, et il ne trouble jamais la joie de ses enfants que pour leur en préparer une plus certaine et plus grande. » Finale dans la paix, finale pleine d'espérance et pleine de joie. Dans l'édition 23, après cette partie initiale concernant les adieux, la réflexion de Manzoni disait exactement comme chez Pascal, adieu, donc il a fait tous ses adieux, adieu, le serpent de son cheminement torse et insidieux s'installe parfois contre l'habitation de l'homme et il y fait son nid et il conduit sa famille, en remplit l'espace et s'en empare. Car l'homme qui à chaque pas rencontre son vénéneux voisin, prêt à l'embrasser davantage dans ses lacs, qui est obligé de prendre garde et de ne pas faire un pas sans crainte, qui tremble pour ses enfants, sans qu'il prend en haine sa demeure, maudit le serpent usurpateur et part. Exactement comme chez Pascal. Il y a encore un long fragment, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de le lire. Mais bien sûr, au 19e, il ne faut pas oublier le grand témoin de Pascal, Baudelaire. Baudelaire a vraiment vécu d'une manière radicale l'espoir de la grâce et le malheur de la perdition. Le poème dont le titre est « Le gouffre » commence, premier vers, « Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant ». Il a raison. Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant. Hélas, tout est abîme, action, rêve, désir, parole, et sur mon poil, qui trop droit se relève, maintes fois de la peur, je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de mes nuits, Dieu de son doigt savant dessine un cauchemar multiforme, sans trêve. J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou, tout plein de vagues horreurs menant on sait où, et je ne vois qu'en fini par toutes les fenêtres, et mon esprit, toujours du vertige hanté, jalouse du néant l'insensibilité, à ne jamais sortir
des nombres et des êtres. C'est l'un des poèmes les plus célèbres de Baudelaire, et je dirais que chaque vers est le résumé d'une portion des sections et des pensées de Pascal. Nous aurons après, et ça explique énormément la tradition du roman russe du XIXe siècle, vu maintenant a posteriori par un grand critique, c'est-à-dire Tchestov, Léon Tchestov, qui écrit un bref texte magnifique que je conseille à tous, La nuit de Gethsémani, c'est-à-dire en exergue, Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que ça signifie cela? Que la rédemption, oui, a eu lieu, mais l'agonie n'est pas terminée. C'est-à-dire que le Christ homme est en agonie avec tous ceux qui sont en agonie, qui souffrent, avec les maudits, les exilés, etc. Ça a été un mythe extraordinaire au XIXe siècle. Il suffirait de lire un très beau livre dont le titre est, j'ai oublié l'auteur, mais le titre est « Le Christ romantique ». C'est le Christ des pauvres, Lamennais par exemple. Hein. Cette espèce de mouvement vers cette pensée de Pascal qui avait été refoulée et biffée par les gens de Port-Royal. Là, je suis obligé de couper parce que je veux absolument terminer. Il y a au XXe siècle, le XXe siècle, Pascal ressurgit chez des auteurs inattendus. Le tout premier est Pasolini. Pasolini, on ne dirait pas qu'il aurait eu tant de passion pour Pascal. Eh bien oui. On lui écrit, quand il est déjà très connu, pour lui demander un témoignage pour Claudel, parce qu'il y avait, je ne sais plus quelle fête pour Claudel, et Pasolini répond « Je n'ai aucun rapport avec Claudel. Si je devais être plus honnête, je dirais que je le déteste. Mon M-O-N en grande capitale, mon auteur a toujours été Pascal. » etc. Par exemple, dans une autre prose rétrospective, quand il est au Frioul, la terre de sa jeunesse, quand il vivait de manière plus sereine avec sa maman, il dit, le passage est magnifique, « Je lève les yeux de mon Pascal pour contempler les collines et les montagnes si pures de ma région. » C'est comme si Pascal l'accompagnait dès son enfance. On pourrait lire, mais vous pouvez suivre cela dans le site du collège à propos de Pasolini. Mais surtout, il y a le plus beau résumé des pensées de Pascal, c'est le film d'Éric Remer, 1969, Ma nuit chez Maud, dont nous ne voyons... Alors, quel est le sujet de ce film? Je ne lirai ici que la partie initiale. C'est un sujet à la Éric Remer, c'est-à-dire en même temps très contemporaine et très dans la distance. Un ingénieur qui travaille aux usines Michelin revient de l'Amérique latine à Clermont-Ferrand. Il est célibataire, beau garçon et catholique. C'est Jean-Louis Trintignant, vous voyez, donc on peut très bien le comprendre. Lors de l'office dominical dans la cathédrale, il remarque une jeune femme blonde et annonce dans son fort intérieur qu'elle sera sa femme. Mais il sort et dans une librairie où il achète les pensées de Pascal, il rencontre un ancien camarade, Vidal, professeur de philosophie, avec lequel il discute du pari et de la manière dont celui-ci a déterminé sa vie. Après, il y a la partie mode, c'est-à-dire que ce professeur qui a des sympathies communistes l'accompagne chez son ancienne maîtresse. Là, le jeune Trintignant reprend la discussion toute la nuit
sur le lit de cette dame, toute la nuit sur les pensées de Pascal. C'est un film vertigineux. Aujourd'hui, je n'entrerai même plus dans, je ne dis pas dans une salle, mais même pas dans le trailer de publicité des films. Alors, nous voyons un extrait. Voilà. Ben, à mon sens, si vous le permettez, c'est le plus beau résumé de la pensée de Pascal. Avec cette partie extrêmement paradoxale et contradictoire, c'est-à-dire que l'ingénieur catholique joue le rôle sceptique, si le christianisme est ça, moi je suis athée, et l'autre qui est professeur communiste dit « Ah ben non, la seule manière de pouvoir être digne de notre humanité, de pouvoir avoir un peu d'espérance, c'est de s'engager dans ce 10%, même si on est à peu près sûr que ce sera perdant. » C'est vraiment extraordinaire. Du reste, il faudrait revoir ces paraboles, ces 6 paraboles. Celle-ci est la 4e. Il faudrait revoir tout Romer. C'est vraiment l'un des grands maîtres à penser. Ce n'est pas seulement le cinéma du XXe. C'était les années merveilleuses où on pouvait remplacer un traité de philosophie par un film de Romer. Aujourd'hui, hélas, plus. Bon, c'est déjà trop tard, donc je saute tout le reste, mais je viens au... Ah, mais c'est dommage. Bon. Eh bien, je viens aux conclusions. Peut-être qu'on pourra discuter après, si vous voulez. Alors, quel Pascal pour ce siècle? D'abord, évidemment, comme nous n'avons plus des films comme cela, il faut passer par les textes. Et passer par les textes, aujourd'hui, est très difficile. Parce que nous n'avons plus les pensées de Port-Royal, mais nous avons des grands savants, pour lesquels j'ai le plus grand respect, qui ont publié les pensées comme on les trouve dans le manuscrit. Je vous passe je passe la description, le manuscrit A et le manuscrit B de la Bibliothèque nationale de Paris, c'est-à-dire la manière par laquelle les amis de Pascal ont collé ces fragments pour les sauvegarder. Mais vous savez bien, pour ceux qui pratiquent la cuisine, qu'avoir là tous les ingrédients, c'est pas encore avoir fait la tarte. Et même au contraire. Et donc, l'extrême scrupule de fidélité, aujourd'hui, rend les pensées de Pascal honnêtement illisibles. Je ne prends qu'une édition au hasard, dans une édition dans la Pochothèque. Vous prenez les pensées au commencement, eh bien, ça commence avec une espèce de table de matière qui vous présente les liasses, c'est-à-dire les groupes de pensées comme elles sont liées l'une avec l'autre, ordre, vanité, misère, ennui, raison des effets, grandeur, contrariété, divertissement, philosophe, souverain bien. Et quand on passe après aux pensées, on commence comme ça, d'être insensible à mépriser les choses intéressantes et devenir insensible au point qui nous intéresse le plus. Pensée 3, Maccabée depuis qu'ils n'ont plus de prophètes, mais ce n'était pas assez que les prophéties fussent, il fallait qu'elles fussent distribuées par tous les lieux et conservées dans tous les temps. C'est comme ça que les pensées commencent aujourd'hui en étant fidèles au manuscrit de la BNF. Quel jeune voulez-vous qui puisse lire cela? Moi, je me remets, honnêtement, je vous dis, soit au point de vue historique, à l'édition de Port-Royal, parce que c'est une grande force apologétique, soit alors à quelqu'un qui a été, et je terminerai là, mais prêt à discuter de toutes les autres éditions, qui a été en Pléiade pendant les années, à mon sens, les plus belles de la littérature européenne, quand il fallait choisir entre Sartre et Camus. Je suis à peu près certain que Camus a lu cette édition-là, et qui commence, les grandes éditions du XXe siècle, il faut au moins que je vous rappelle cela, ont été Brunswick, qui est toujours une édition de référence, Chevalier, La Fuma et Sellier. Bien, si vous prenez les pensées, ce n'est pas l'ordre de Pascal, nous avons
aucune idée de l'ordre des pensées de Pascal, mais si on lit, je vous lis la première et la dernière, ben, ça vous fait envie de lire les pensées de Pascal. Je prends donc le premier fragment et où est-ce que je le trouve? Oui, c'est l'édition Chevalier. Les psaumes chantés par tout le monde. Première citation. Non pas les prophètes, les Maccabées, etc. Les psaumes chantés par tout le monde. J'ai invité récemment au Collège de France un grand savant de la mystique juive, Moshe Idel, qui enseigne à Jérusalem. On a fait une journée autour de sa pensée. Il était ému, et nous tous également. Et à la fin, au dîner, très sobre du reste, il était ému. Je dis, mais Moshe, dis-moi, qu'est-ce que c'est pour toi la mystique? Et il me dit, le chant d'un peuple. Le chant d'un peuple. Alors là, les psaumes chantés par tout le monde. Vous voyez, il y a une continuité incroyable. Et au lieu de terminer avec les fragments épars, comme les éditions d'aujourd'hui, cette édition Chevalier se termine par un fragment qui dit tout de Pascal. Eorum qui amant. Alors, est-ce que c'est la grâce, le bonheur, la joie de ceux qui aiment? Alors, le texte latin. Puis, en français, Dieu incline le cœur de ceux qui l'aiment. Que Dieu aime. Celui qui l'aime, donc celui qui aime Dieu, celui qu'il aime, celui qui est aimé par Dieu, point. Et ça se termine comme ça. Alors évidemment, je comprends que les générations entre 36, première édition, et 54, dernière édition, quand le texte a été remplacé par l'édition Le Guerne, on peut aimer Pascal. On peut aussi le détester, mais au moins il y a eu ceux qui ont pu aimer Pascal. Et j'attends aujourd'hui quelqu'un qui fasse une édition capable de nous faire aimer Pascal. Faire aimer aux jeunes surtout. Parce que quand on voit que de Voltaire à Remer, tout le monde, tous les grands sont passés par Pascal, pourquoi nous priver d'un grand penseur comme cela? Et je vous dis, là, si après je ne réussis pas, ben, ce sera ma faute. Mais le désir est là, je souhaite, et j'ai déjà trouvé un éditeur, seulement je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, de republier avec une longue introduction cette édition Chevalier des pensées de Pascal. On m'avait demandé une introduction à Pascal, je n'ai pas réussi, parce que vous voyez, insaisissable, intenable, et je renonçais. Mais je ne renonçais pas à rendre honneur à cet auteur qui est entré vraiment avec beaucoup de finesse dans les œuvres de Pascal. Si j'avais le temps, mais je ne l'aurais pas, j'aurais aussi republié l'édition Condorcet-Voltaire des pensées pour faire ressurgir un philosophe superbe. Merci infiniment de votre patience. Pardonnez-moi, j'ai dû couper cruellement dans le texte des pensées. Merci encore.